Bien, mes chers collègues, je vous donne lecture des pouvoirs que j'ai reçus. Eva Vautrel est représentée par Gwenaëlle Giraud, Hervé Ravillon par Patrick Collobert, Sophie Hercher par Candy Lheureux, Mustapha Karim par Jacques Fromm, Nathalie Wackers par Damien Gaudier, Astrid Tussaud par Yuri Philippe, Rémi Grand par Mathieu Pourril, Denise Marty par Pierre Marandon, Amélie Pradalé est excusée, Nathalie Geoffroy est excusée, Marie-Christine Bression est représentée par Denis de Chilou, Philippe Clodotte par Gilles Dulion, Antoine Imbert par Denis Mathieu et Éric Philène par Alain Bancher. Pendant que j'y suis, je voulais vous annoncer qu'Astrid Tussaud a donné naissance à une petite fille qui s'appelle Manon. Donc on la félicite tous, elle n'est pas en situation de la féliciter puisqu'elle n'est pas là. Et je voulais également, en votre nom à tous, féliciter Christine Mazy qui a été élue maire d'Épernay. On peut l'applaudir. Alors, nous passons tout de suite aux traditionnelles désignations. En l'occurrence, pour le rapport 1.1, il s'agit de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose cet effet la candidature de Pascal Perrault. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Pour le rapport 1.2, il s'agit d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 14 décembre 2022 tel qu'il vous a été adressé. Pareil, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté. Pour le rapport 1.3, il s'agit des décisions prises dans le cadre de ma délégation. Avez-vous des questions sur les décisions qui vous ont été transmises? Madame Perrin. Le micro, il peut se balader quelque part, non? Il arrive. Il marche pas, visiblement. On n'est pas fait chercher les piles. Sur la décision 2408 pour externaliser la gestion des ressources humaines, on a des compétences en interne, et sur la 2419, Alors, sur le procès, la décision 2408, ça concerne la régie de l'eau et l'assainissement. Il s'agit donc de comptabilité privée et pas de comptabilité publique. Or, nous n'avons pas en interne les compétences pour gérer les ressources humaines de la régie eau. Il s'agit là, pour le coup, de droit du travail. On n'est plus du tout dans le domaine des collectivités locales telles qu'on l'avait jusqu'ici. Donc, on a fait appel à un expert comptable comme toute entreprise privée. Et l'autre, c'est la 2419. Sur la cartographie inventaire des zones économiques. La solution. Oui, c'est peut-être un procédé technique. Alors, c'est pour réaliser un inventaire des zones d'activité économique. C'est rendu obligatoire par la loi climat et résilience. Et donc, je pense qu'on passe par un bureau d'études parce qu'il dispose de moyens d'observation et de mesures que nous n'avons pas, à mon avis. C'est avec quel objectif? C'est juste pour avoir une vision de la carte? Oui, tout à fait. C'est pour dire, par exemple, là, il y a plusieurs entreprises, on peut à un moment donné peut-être avoir des pollutions, enfin des choses comme ça. Non. Je vais vous répondre, Madame Perrin, effectivement. On a étudié effectivement différents prestataires qui pouvaient le faire. C'est une obligation avec la loi climat et résilience de devoir inventorier toutes nos zones. Bien évidemment, le but c'est que ça nous serve aussi. C'est nous permettre de trouver du foncier disponible par la suite pour accueillir des entreprises. Et on a tout simplement comparé les différents coûts qui étaient possibles. Et c'est l'entreprise qui coûtait le moins cher. Et on ne pouvait pas le faire en interne. À mon avis, c'est plutôt dans le cadre de l'estimation de la consommation de foncier et analyser entre guillemets, les dents creuses, en tout cas les secteurs qui ne sont pas occupés. Parce qu'on a des zones qui, a priori, sont commercialisées en totalité, sauf qu'on a un certain nombre d'espaces libres dans ces zones. Et pour éviter de créer de nouvelles zones ou d'en étendre de nouvelles, l'idée, c'est d'examiner le potentiel d'utilisation dans les zones déjà existantes. Donc, ça veut dire une analyse assez fine du foncier pour pouvoir aller à la rencontre des entreprises et essayer de voir s'ils acceptent de céder du foncier dont ils disposent mais dont ils ne se servent pas. Donc ça va dans le sens de la zéro artificialisation, de la sobriété, etc. Ouais, dans le sens de la sobriété foncière. C'est ça que je voulais savoir.
Pas d'autres questions? Nous passons donc au rapport suivant, puisque nous devons prendre acte simplement de la communication de ces décisions. Nous passons au rapport 2.1. Pascal Deshôtels. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Un rapport à laquelle vous avez tous pris connaissance. Un rapport à laquelle nous avons eu la chance que le vignoble champenois soit retenu. Et surtout, notre territoire de l'agglo Champagne. Les vignobles de Champagne, de Bourgogne et du Beaujolais se sont regroupés via une entité juridique associative pour proposer un nouveau modèle d'organisation et de production de l'activité de pré-multiplication du matériel végétal au service de leurs ressortissants. L'objectif est de sécuriser la qualité sanitaire des greffons et des porte-greffes, d'assurer l'auto-approvisionnement des vignerons et négoces du Quart Nord-Est et répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Ainsi est né le projet Canopée, consistant à la construction d'une serre bioclimatique, insect-proof, pour la culture du matériel végétal et d'un bâtiment d'exploitation. Cette activité sera implantée sur la zone d'activité logée. Le CVC a pu faire l'acquisition du foncier nécessaire à ce projet et le mettra à la disposition de l'association. Les travaux sont estimés à 8 millions d'euros. Le FEDER devrait être mobilisé à la hauteur de 4,8 millions, avec un besoin de contrepartie nationale à hauteur de 1 206 690 000 euros. Il est envisagé de répartir cette contribution entre les différentes parties prenantes au projet en se calquant sur la représentativité du vignoble champenois au sein du consortium. Ainsi, les cofinanceurs du Grand Est, région, département de la Marne, Épernay Agglo, prendra en charge environ 55% de cette contrepartie. Après ventilation entre ces trois partenaires, il est établi qu'Épernay Agglo prendra en charge 23% de ces 55%, soit 153 900 euros, lissés sur 2 ans, à compter de l'exercice 2023. Bien évidemment, le département de la Marne prendra également, et là aujourd'hui, on a pris délibération la semaine dernière et voté à l'unanimité, à la même somme 153 900 euros, et la région Grand Est pour 358 890 euros. Donc les travaux démarreront en juin 2023 et l'équipement devra être livré au plus tard en juin 2024. Mesdames et messieurs, à vous de vous exprimer. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Pascal. Allez-y. Alors moi, je ne participerai ni au débat ni au vote sur ce sujet, car je suis amenée à traiter professionnellement ce projet et souhaite éviter toute situation de conflit d'intérêts. Très bien. Donc vous êtes très favorable dans l'ensemble. Voilà, pour une fois que vous pouvez avoir la parole, vous connaissez le dossier, vous voulez pas prendre la parole. Non, mais j'arrêterai avec plaisir de vous répondre à vos questions. Non, mais Madame Perrin, je sais. Alors puis moi aussi, je ne prendrai pas part au vote compte tenu, je suis trop mal placé dans l'affaire, et en tant que maire délégué de la commune, je pense qu'il vaut mieux qu'on se mette à côté du vote. Donc on ne prendra pas part au vote tous les deux, Madame Perrin. Alors, je voulais simplement, ce rapport nous a été présenté en bureau, enfin ce projet plus exactement, c'est un projet absolument essentiel pour l'avenir de nos vignobles, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'avenir des vignobles de Champagne, de Bourgogne et du Beaujolais. Je vous donne à titre indicatif la liste des financeurs du projet. Bien entendu, les fonds européens FEADER, on l'a évoqué tout à l'heure, mais participeront à cette opération la région Grand Est, l'agglo d'Épernay, le conseil départemental de la Marne, la région Bourgogne-Franche-Comté, le conseil départemental de la Côte d'Or, le conseil départemental du Jura, le conseil départemental de Saône-et-Loire, le conseil départemental de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil départemental du Rhône. J'ajoute, à titre d'autofinancement des membres fondateurs, participe également le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, le comité interprofessionnel des vins de Champagne, l'Inter-Beaujolais, et un emprunt sera réalisé par l'association Canopée. La liste des financeurs n'est pas anodine, elle permet de mesurer l'importance de cet équipement qui vise finalement à préparer le vignoble de demain, c'est-à-dire à faire en sorte que nous disposions d'une serre de prémultiplication permettant d'avoir des plants qui seront ensuite évidemment vendus aux pépiniéristes qui eux-mêmes vendront aux différents négociants ou aux vignerons, dans le but d'avoir des vignes qui résistent mieux au réchauffement climatique dans les 20 ou 30 prochaines années. C'est un projet qui est le plus avancé en France. D'autres vignobles, on pense au sud-ouest ou au sud, sont évidemment amenés à envisager le même type d'équipement, mais ils sont assez en retard par rapport à nous. Et c'est véritablement un projet du futur avec un type de serre bioclimatique qui n'a encore jamais été conçu ni même créé. Donc c'est à la fois un prototype et en même temps un projet qui va avoir un usage très rapide, à savoir à partir de juin
2024, comme l'a dit à l'instant Pascal. C'est un très beau projet parce qu'il est important qu'il se situe chez nous. Hein, c'est la garantie que demain tous les plants de ces vignobles seront produits chez nous dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Quand on parle de projet insect-proof, c'est-à-dire que cette serre devrait être totalement étanche au moindre insecte pour que ce travail de prémultiplication soit fait dans les meilleures qualités, dans les meilleures conditions. Et donc, on peut s'enorgueillir d'avoir pu obtenir que cette serre voit le jour chez nous. Ça me donne l'occasion, une fois encore, de remercier Pascal pour tout le travail qu'il a fait, notamment auprès de la Cogevi, qui était propriétaire de la parcelle en question, qui a accepté de céder ce projet dans un but d'intérêt général. Remercier également toutes celles et ceux qui, à des titres divers, ont participé à ce projet et fait en sorte que les savoir-faire du comité Champagne soient reconnus en matière de prémultiplication et que ce projet nous assure, en tout cas, j'allais dire, une approche innovante sur les vignes du futur, ce qui est évidemment extrêmement important. S'ajoute à cela le fait que, vous le savez, le groupe Moët Hennessy a situé à Wary son centre de recherche pour l'ensemble de ses vins, ce qui est aussi intéressant parce que ça conforte la vocation de notre territoire et que les moyens dans les années qui viennent du comité Champagne vont s'accroître considérablement, puisque dans les 10 années qui viennent, le budget du comité Champagne va augmenter d'environ 50%, le tout pour développer la recherche et l'innovation. La rapidité avec laquelle le réchauffement climatique se produit amène l'ensemble des acteurs des vignobles français à se pencher avec beaucoup d'empressement sur ces phénomènes climatiques et sur les impacts qu'ils peuvent avoir sur nos vignes et sur nos vins. Et on peut se réjouir, me semble-t-il, que ces équipements voient le jour sur notre territoire, ce qui conforte évidemment sa spécialisation sur le sujet et ce qui constituera, j'en suis sûr, un écosystème qui devrait voir très certainement s'installer aussi d'autres bureaux d'études, des start-up éventuellement, parce que les enjeux sont tellement importants pour les vignobles français qu'on a là quelque chose de structurant qui va sans aucun doute peser dans les 20 ou 30 prochaines années. Voilà le point que je souhaitais faire sur le sujet. Y a-t-il des questions? Mathieu? On amène le micro, parce que sinon on n'a pas l'enregistrement. Derrière toi, Mathieu, oui. Oui, on a une idée de ce à quoi ça va ressembler, la taille, et est-ce que, enfin, qu'il y a une serre, j'ai bien compris, mais à côté, est-ce qu'il y a un bâtiment, est-ce qu'il y a un geste architectural, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez neutre? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Je peux répondre. Oui, vas-y. Alors, les serres par elles-mêmes, ce ne sont pas des serres classiques que vous connaissez quand vous allez chercher vos fleurs chez un horticulteur. C'est des serres à laquelle, avant de 8 mètres de haut, pour pouvoir travailler aisément à l'intérieur, avec, je dirais, toutes les sécurités nécessaires, comme disait Franck, pour éviter d'avoir les insectes qui puissent rentrer. C'est un peu le même système qu'un avion. Tout va être, je dirais, pressurisé, ou à laquelle on va pouvoir travailler dans un domaine où on sera vraiment en état sanitaire performant. Derrière ça, oui, forcément, il y aura des bâtiments qui seront apportés pour, d'une part, accompagner le travail qui sera à effectuer dans les serres. Et puis, le dernier point qui me semble... Alors, là, il n'y a pas de décret ni d'obligation pour respecter telle ou telle chose. Il faut que ça soit fonctionnel. C'est une zone d'activité à laquelle, si vous connaissez toutes les zones d'activité qu'on peut avoir sur notre secteur, il faut que ça soit fonctionnel, mais avec un respect de l'environnement. Ceci dit, on a été un peu plus loin, et là, je félicite et je remercie d'une part le personnel qui se trouve à mes côtés au début de semaine, pour mettre en place une zone d'activité entre guillemets environnementale. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion avec l'ensemble des PDG de cette zone d'activité où on a eu cette volonté de mettre des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments. Le président peut aussi en parler de mots, et je remercie. On va faire une étude plus approfondie pour faire une association pour récupérer les énergies des entreprises pour la réinjecter pour nos besoins. Donc là, ça va être, je dirais, un outil performant, et ça va être aussi l'image de la Champagne en disant une zone d'activité peut travailler différemment et accompagner l'énergie à laquelle on a besoin en ce moment. Donc vous voyez un petit peu, on a travaillé sur deux parallèles. Un, sur l'environnemental pour l'ensemble des vignerons, mais pas simplement du Môle champenois, mais l'ensemble des vignerons, parce qu'un bon nombre de vignobles viendront travailler, j'en suis persuadé, dans les années à venir. Il
faire de la prestation et à laquelle on va aussi agrandir d'une deuxième, voire d'une troisième tranche. Donc la première, c'est 5000 mètres carrés, 8 mètres de haut. En gros, c'est ça. Alors, il y a de l'espace, comme l'a dit Pascal, pour que cette serre s'étende au fur et à mesure des besoins. Et on sera donc sur une zone qui tendra ou qui visera l'autoconsommation collective par voie de photovoltaïque, ce qui sera une zone doublement exemplaire, non seulement par le caractère innovant des bâtiments qui s'y trouvent, mais également par la volonté collective de s'inscrire réellement dans la transition énergétique. Donc voilà, c'est une zone dont on parlera et qui demain peut être véritablement une référence à un niveau national, ce qui me semble aussi intéressant. Jonathan. Oui, merci Président. Juste pour féliciter le travail qui a été fait, parce qu'on a une délibération finalement très très importante qu'on a aujourd'hui. Tu l'as rappelé, le conseil départemental avec qui Martine, Pascal, Benoît, on a voté évidemment cette délibération, et les conseils départementaux nous ont suivis dans ce vote, parce que c'est original d'avoir finalement de la recherche appliquée en milieu rural. On est habitué à voter des subventions pour l'université de Reims, pour d'autres ensembles à côté de Bazancourt. Là, on est en milieu rural et on vote de la recherche qui sera importante pour adapter notre territoire au changement climatique, puisque le nôtre et les autres vignobles qui participeront. On présente tout à l'heure notre politique en matière de développement durable chaque année, et un des axes forts de notre plan climat, c'est l'adaptation au changement climatique. Quand on a un vignoble comme le nôtre, on travaille forcément avec la nature, avec le climat, donc c'est évident qu'il faut s'y adapter. Mais ce qui va être fait est absolument, j'ai envie de dire, exemplaire, d'avoir cette chance d'avoir ça ici. Et derrière, on peut imaginer qu'on développe d'autres choses autour de la bioéconomie, qui sera finalement l'agriculture du XXIe siècle. C'est à ce genre d'exemple qu'il faut saluer, et c'est bien que ça se fasse chez nous. Et sans compter que, je disais tout à l'heure, 3 régions et 6 départements qui participent à un équipement chez nous, c'est rarissime, mais alors évidemment les participations les plus importantes sont celles de la région Grand Est, du département de la Marne et des Pyrénées-Aglo-Champagne, ce qui me semble normal puisque c'est nous qui accueillons l'équipement. Mais symboliquement, le fait de voir le département du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes ou les départements de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, etc. participer, c'est assez rare pour le signaler. C'est quand même la mobilisation et Pascal et moi nous étions à Beaune, où a été présenté le dossier technique, c'était juste avant Noël. On a été chaleureusement félicité par les Bourguignons, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui a reconnu notre leadership en la matière. Et ça faisait, je veux dire qu'on était assez contents, Pascal, d'être félicité de la sorte par la région Bourgogne, qui est une grande région viticole et qui a vraiment considéré qu'on avait pris le leadership sur cette opération. Et ils étaient très heureux d'en faire partie et très fiers de partager ce projet commun. Donc franchement, on a hâte d'être en juin 2024 pour pouvoir inaugurer ce bâtiment et surtout voir ce qu'il adviendra de l'évolution de la vigne dans nos territoires, le Beaujolais, la Bourgogne et la Champagne étant donc étroitement associés à l'avenir du vignoble. Pas d'autres questions? Sur ce rapport, avis contraire? Abstention. Je vous remercie pour votre unanimité et je comprends parfaitement évidemment la position de Madame Perrin. Le rapport 2.2 est annulé parce qu'en fait les actes ont été signés cette semaine, donc la délibération relative à la prolongation du délai n'est plus nécessaire. Donc je vous propose de passer directement à la délibération 3.1 que va nous présenter Cédric Pienne. Merci. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit en fait de réaliser un avenant à une convention de recherche. Donc, la convention de recherche et développement qui a été conclue en juin 2021 avec le BRGM était relative à l'étude de la stabilité des terrains du site touristique du Mont-Aimé. L'objectif de cette mission est d'identifier et localiser la présence potentielle de cavités souterraines et de cartographier les instabilités gravitaires. La convention est arrivée à son terme, mais des délais supplémentaires sont aujourd'hui nécessaires au bureau d'études pour bien interpréter les résultats des sondages de sol. Il n'y aura pas de surcoût supplémentaire. Il s'agit donc d'approuver l'avenant joint à la délibération. Merci. Y a-t-il des questions, Madame Perrin? Est-ce que vous avez déjà une idée du projet d'aménagement qui sera fait? Alors, c'est pas nécessairement un projet d'aménagement parce que le site, il est complexe et il est potentiellement dangereux, d'où l'analyse des cavités qui se situent en dessous. L'objectif, c'est d'avoir la connaissance la plus fine possible des
de ce qui a pu exister sur ce site est très certainement d'évoluer vers un projet de réalité augmentée, c'est-à-dire d'utiliser l'outil numérique pour pouvoir, alors en respectant évidemment autant que possible les archives ou les documents historiques que nous avons sur ce site, on serait plutôt parti aujourd'hui sur un document qui permettrait à des visiteurs, moyennant une application qu'ils pourraient télécharger sur leur smartphone, de découvrir ce qui a pu être le château qui se trouvait là autrefois. Donc, il y a besoin aujourd'hui d'un repérage très, très fin du terrain pour imaginer quelle a pu être la taille de ce château, la taille des douves, le positionnement des différentes tours et entrées du château, l'objectif étant derrière de reconstituer de manière virtuelle ce qui a pu être fait. Il va de soi que s'il fallait reconstituer quelque chose, en réalité, ça coûterait une fortune et je pense qu'on n'en aurait pas les moyens. Donc l'idée, c'est plutôt de construire un outil numérique qui permettra à tous les visiteurs du Mont-Aimé demain, moyennant le téléchargement de cette application, ce qui sera gratuite, d'aller sur le site et d'imaginer avec une tablette ou un smartphone ce qui a pu exister là autrefois et le rôle qu'a pu jouer ces constructions et ce château au Moyen-Âge. Donc on est plutôt dans un univers virtuel que dans un univers physique aujourd'hui. Des questions? D'autres questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.1. Ça concerne l'adoption du bilan triennal du programme local de l'habitat 2019-2025. Gilles. Merci, Président. Chers collègues, après 3 ans de mise en œuvre, le programme local de l'habitat de l'AGLO, adopté en septembre 2019, doit faire l'objet d'un bilan à mi-parcours. L'objet de ce bilan est de présenter les résultats des actions mises en œuvre et de décider des adaptations potentielles à prévoir au vu de la situation donc sociale et démographique du territoire. Il sera communiqué pour avis au préfet et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, le CRHH, le 21 mars 2023. Les éléments à retenir sont les suivants. Sur le plan quantitatif, il est proposé de revoir à la baisse l'objectif de production de logements neufs fixé initialement à 200 logements par an pour le ramener à 180 sur les 3 ans à venir. Pour tenir compte à la fois de la dynamique démographique qui se poursuit à la baisse et également des résultats enregistrés sur les 3 dernières années, soit 86 logements construits en moyenne par an et des projets de logements recensés jusqu'en 2025, soit 550 logements à livrer prévus sur cette période, sur la période des 3 ans. À noter que cette révision à la baisse rejoint les préconisations formulées par le CRHH au moment de l'adoption du PLH au regard de la vacance constatée dans le parc ancien et de l'évolution démographique du territoire. Sur le plan qualitatif, le bilan s'avère positif puisque l'ensemble du programme d'action soutenu dans le PLH a été engagé. À souligner, les objectifs de la production de logements sociaux sont remplis. 84 logements réalisés sur 3 ans. La production en acquisition-amélioration reste cependant à conforter. Les bailleurs sont en cours de réalisation de nouveaux DPE, donc c'est le diagnostic, aidez-moi à la de performance énergétique. Merci, Monsieur le Président. Donc de nouveaux DPE et ont prévu la réhabilitation de 350 logements dans les années à venir, dont 200 sur Ville-Blanche et à Belnou. La conférence intercommunale du logement se réunit une fois par an pour faire le bilan des objectifs en matière d'attribution. Je souligne qu'une attention particulière a été portée sur les ménages dits spécifiques. La poursuite de partenariat avec le département sur le dispositif April, c'est le dispositif mis en place pour la prévention des expulsions, et je rappelle que l'AGLO contribue donc à hauteur de 15 000 € sur ce dispositif par an. Le soutien à l'action d'auto-réhabilitation accompagnée porté par le club de prévention, le fameux ARA, et l'AGLO donc participe à hauteur de 5 000 € par an sur ce dispositif.
La poursuite de la mise en œuvre des préconisations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, donc la mise aux normes de l'aire de passage de pivot qui a été effectuée donc en 2022, et également donc à l'heure actuelle donc une réflexion qui est menée autour d'un projet d'habitat adapté pour donc les habitants de la Fertiline. Les ménages sont accompagnés dans leur rénovation énergétique par la Maison de l'Habitat et le programme SAR. 809 dossiers MaPrimeRénov' ont été accordés pour des rénovations de faible ampleur. L'OPH, OPH RU de l'Agglo va venir renforcer donc cette action à compter de février 2023. L'Agglo a soutenu les projets d'habitat qualitatif portés par les communes, à savoir que 90 000 € ont été accordés à 5 communes pour 18 logements. Ce sont les villages de Plivaux, d'Aty, de Pocancy, de Vouzy et d'Avis. Le suivi du PLH s'opère à travers donc un observatoire de l'habitat qui sera enrichi donc par l'atlas foncier mis en œuvre dans le cadre du territoire pilote de sobriété foncière, de l'inventaire à venir des zones d'activité économique et de l'identification des logements vacants qui sera réalisé dans le cadre de l'OPH RU au service de la définition d'une stratégie donc foncière à l'échelle de l'agglomération. Voilà ce que je souhaitais vous préciser et je vous invite à adopter la délibération telle qu'elle vous a été transmise, en soulignant par ailleurs, Président, qu'un budget au global de 670 000 € a été mobilisé sur les 3 premières années du PLH, soit 51% de l'enveloppe prévue sur les 6 années. Merci. Des questions, Madame Perrin? Sur la production de logements, des 258 logements construits, est-ce qu'ils sont occupés? Si oui, par quel type de population? Est-ce une population qui vient de l'extérieur ou une population déjà présente sur le territoire et qui profite de l'aubaine pour être mieux logée? On constate depuis 2014, année où les logements construits dépassaient de 66% les logements autorisés, une érosion irréversible se creuse, et ce avant l'alerte du préfet. De quoi se poser la question? Est-ce que votre vision de notre développement est le bon et le tout-tourisme est-il le seul moyen de développement? Votre révision du nombre de logements à construire démontre bien que la baisse démographique est loin d'être endiguée et que vous l'actez sans chercher à la contrecarrer. On constate que sur notre agglomération, la population est vieillissante puisqu'on enregistre plus de décès que de naissances. Normal, les jeunes ne trouvant pas de travail partent. De plus, le manque de diversification des loisirs les attire ailleurs. Sur le plan qualitatif, vous nous dites qu'il est positif puisque l'ensemble du programme d'action a pu être engagé. Pour moi, ce n'est pas du qualitatif, mais du quantitatif. Pour le qualitatif, je souhaiterais savoir si ces logements correspondent aux besoins de la population. Est-ce qu'ils sont adéquats en direction d'une population handicapée ou vieillissante? Répondent-ils aux capacités financières en termes de coûts de loyer? D'autres, d'avoir construit en moyenne 4 logements sociaux de plus que la moyenne prévue, mais combien en avez-vous détruit sur le quartier Bernon, Beau Soleil, Terre Rouge par exemple? Le prêt social, location-accession PSLA, s'il peut permettre à une population modeste d'accéder à la propriété, il est mis à mal depuis quelques années à cause de la paupérisation de la population et encore plus depuis la crise du Covid et la guerre d'Ukraine qui sont en partie responsables des flambées de l'inflation. D'ailleurs, vous l'avez bien compris puisque vous réorientez des logements en logements locatifs. Répondant à une bonne isolation de manière à être écologique énergiquement. D'autre part, vous dites faire la chasse à l'habitat indigne. Or, en conseil municipal, nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour vous faire part de situations de manquement d'organismes logeurs sans que vous interveniez et sans que vous conditionniez notre caution au prêt pour une nouvelle construction, et ce malgré nos propositions, sans compter l'apport considérable d'argent public pour des opérations de réhabilitation. Bien. Donc, Madame Perrin, encore une fois, chère Hélène, nous ne sommes pas ici au conseil municipal d'Épernay. Nous sommes ici donc au conseil d'agglomération. Alors, vous m'avez un peu noyé dans effectivement donc
avec votre réquisitoire, effectivement, et je suis très heureux que ce conseil d'agglomération vous offre une telle tribune. Alors, globalement, sur le document qui vous a été transmis, celui-ci, donc, est transparent, vous l'avez compris, et d'une grande lucidité. C'est le premier point que je voulais souligner, d'où, effectivement, donc, en raison des facteurs sociaux et démographiques qui n'échappent à personne, nous avons révisé donc ce programme donc à la baisse. Lucidité. Maintenant, si vous voulez, sur le plan démographique, oui, il y a une déprise, ça on ne peut pas le nier, hein, on le lit partout, donc si vous voulez. Simplement, j'observe que s'il y a plus de décès que de naissances, la vraie question peut-être, c'est de savoir pourquoi il y a moins de naissances. Et vous savez très bien, Madame Perrin, que pour atteindre le seuil de 2,1, seuil avec lequel on retrouve une démographie, si vous voulez, ascendante, il faut faire 3 gamins. C'est un véritable questionnement. Donc voilà, supprimons la pilule et mesdames, faites des enfants. Ça c'est une véritable question, si vous voulez. Et c'est une question donc sociétale. Voilà. Donc voilà. Maintenant, j'observe quand même que le flux migratoire, si vous voulez, est certes négatif, mais comment dirais-je, le mot vient me manquer. Pour ce qui est de la ville d'Épernay, donc vous allez pouvoir m'aider. Donc en fait, la différence, oui, c'est un solde migratoire, si vous voulez. Donc reste quand même positif. Voilà ce que je peux vous dire. Si je peux vous répondre. Oui, ne parlez pas de Voilà. ce que j'ai balancé. Malgré la prise de. Voilà. Après de pilules et autres moyens de contraception, j'ai 3 enfants. Sur mes 3 enfants. Moi, chère madame, j'ai 3 filles. Moi, j'ai 3 garçons. Ah, bah, sur écoutez. 3 voilà. Sur 3 enfants, je n'en ai qu'un qui réside encore à Épernay parce qu'il est encore en études et il dépend encore de nous, mais les 2 autres sont partis. Ils sont partis, un, parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, l'autre, parce qu'ils ne trouvaient pas sur Épernay de quoi avoir des loisirs. Il travaille sur Épernay, mais il n'habite pas Épernay. Il est allé habiter à Reims. Alors, voilà. Moi, j'ai 3 enfants également, 3 garçons. J'en ai 2 sur 3 qui sont installés à Épernay et ils adorent être à Épernay et ils trouvent tous les loisirs qu'ils veulent. Mais après, c'est une question de goût, c'est une question d'aspiration. Je pense qu'il y a des jeunes qui prennent goût aux grandes villes quand ils sont étudiants et qui n'imaginent pas retourner vivre dans un village ou dans une petite ville de province comme Épernay-l'est. D'autres qui, au contraire, aiment la vie dans une ville moyenne parce que ça correspond à leurs aspirations. Donc, on ne peut pas généraliser là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'à Épernay, et vous le savez depuis un certain temps, on est très fortement handicapé par l'absence de terrain, puisqu'Épernay est quasiment urbanisé en totalité, puisque en dehors de la zone urbanisée d'Épernay aujourd'hui, nous avons le vignoble, nous avons la forêt d'Épernay qui fait 1000 hectares, et le reste, c'est la plaine inondable située au nord d'Épernay. Donc les possibilités de construction n'existent plus à Épernay. L'habitat individuel est quasiment impossible, sauf à racheter de l'ancien, ce qui coûte relativement cher, puisque la rareté du logement provoque une hausse des prix. Et la ville d'Épernay est relativement chère en termes de logement par rapport à d'autres villes de taille identique. Et heureusement, j'allais dire, les personnes qui souhaitaient acquérir un pavillon ont pu le faire dans les communes des alentours parce que la contrainte foncière était moins forte et que les terrains existaient. Mais les derniers lotissements d'Épernay datent de Belnou, c'est-à-dire dans les années 70-80. Mais là, c'est pas une question de logement. J'ai un de mes fils qui est allé habiter à Reims. C'est pas parce qu'il trouvait pas de logement à Épernay. C'est parce qu'il sort beaucoup. Oui. Et que il se dit que quand il sort, il préfère sortir. Enfin, il va sortir à Reims. Il préfère loger à Reims. Au moins, s'il boit un coup, il rentre pas avec le volant en ayant vu. Oui, non, mais c'est des aspirations. Et il trouve sur place ce qu'il cherche. Voilà. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Et comme les jeunes partent
Eh ben, ils font des enfants ailleurs que chez nous. Mais la politique, Madame Perrin, que nous menons quand même, reconnaissez qu'elle est à la destination des publics prioritaires quand même. Oui. Après, ouais, c'est ce que je vous demandais. Enfin, au niveau qualitatif, est-ce que quand on construit, on se dit ces logements peuvent être occupés par des gens handicapés ou vieillissants? Est-ce que tout ça c'est conçu, enfin c'est fait? Voilà. Ça, je peux vous répondre que oui, si vous voulez, puisque sur Avis, je vais parler de moi, puisque vous parlez d'Épernay, je vais parler de la commune d'Avis. On a mené donc un programme de 15 logements plus un local destiné éventuellement donc à une comment dirais-je, à une profession libérale, par exemple, podologue ou truc comme ça, si vous voulez. Et en fait, l'exigence que l'on a eue quand même, c'est que voilà, que ce soit qualitatif, que ça réponde aux normes en cours, et je ne doute pas un instant que les constructeurs s'affranchissent de toutes les normes actuelles, si vous voulez, qui s'imposent en termes voilà, de construction, etc. On connaît très bien ce sujet, et le président donc en fait un laboratoire. Voilà, donc je ne me fais aucun souci là-dessus, si vous voulez. Et dans le discours, dans les discussions que j'ai pu avoir avec notre bailleur social, si vous voulez, il a fallu que je me batte. Vous parlez de normes, le handicap, etc. Il a fallu que je me batte pour qu'on ait des volets électriques. Vous vous rendez compte? On a des logements qui sont adaptés, qui sont prévus pour les personnes à mobilité réduite. Tous les bailleurs le font maintenant dans les constructions neuves. Et effectivement, il a fallu que je me batte pour avoir les volets électriques. Vous vous rendez compte? Avec une population, comme vous le soulignez, vieillissante, bien sûr. Mais ça, c'est le propre de notre territoire. Voilà, faisons des enfants. Si on regarde par exemple 3 enfants par ménage. J'ai rempli. Donc derrière, on peut discuter de la politique, de la natalité, etc. Mais voilà un vrai combat. Si vous voulez, à un moment donné, la réhabilitation de Bernon, ça date de pas longtemps. Ouais, vous allez voir les portes qu'ils ont mis à l'entrée des immeubles. Vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas rentrer tout seul. Vous êtes obligé d'attendre que quelqu'un vienne vous aider pour ouvrir la porte. Oui. Elles sont en plus très lourdes. Enfin, voilà quoi. Même quelqu'un avec une poussette a du mal. Enfin, c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, les choses n'ont pas été pensées au départ pour être pour faciliter l'usage à tout le monde. Vous savez, Madame Perrin, on vient de tenir ici, donc à l'AGLO, la commission intercommunale d'accessibilité. Et croyez bien que tous les maires, tous les bailleurs, Monsieur Paris a été très moteur là-dessus, on peut lui rendre grâce. On est quand même conscient du cheminement, de l'accès. Ça rentre et ça se fait, si vous voulez. Rencontrez Monsieur Paris, et vous verrez qu'il est globalement très satisfait des actions menées par l'AGLO dans ses champs de compétences. N'oubliez pas. Jonathan Rodriguez, donne-moi la parole. Oui, merci Président. Hélène Perrin pointait pour ce manque de logement, enfin en tout cas cette baisse de démographie, notamment le tout-tourisme, et que notre politique n'était pas à la hauteur en la matière. Alors déjà, je pense que la stratégie touristique a été payante, puisque on le voit, il y a des créations d'emplois dans l'hôtel, la restauration, l'accueil, etc., ou la découverte du vignoble. Il y a des actions, il y a des emplois qui ont été créés, ou des entreprises qui créent un emploi, finalement, quand c'est un entrepreneur qui crée son emploi, qui fonctionne. Il y a un site qui vient de classer Épernay, c'est booking.com, qui a classé Épernay comme l'une des villes les plus accueillantes de la région Grand Est. Derrière l'Alsace, j'en conviens. Mais en tout cas, devant, c'est la première ville de la Marne qui a montré que la ville était accueillante. Donc il y a la création d'emplois. Mais est-ce qu'on fait que du tourisme? Non, on vient de passer une délibération pour créer une serre, un canopé, qui permettra de maintenir l'emploi du champagne, qui est important, du vignoble de notre territoire. Tout le monde rêverait d'avoir le champagne sur son territoire. On l'a, il faut le conforter, il faut investir là-dessus. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continue à faire en travaillant étroitement avec le CIVC, avec le comité Champagne, pour maintenir ces emplois et que ce soit toujours attractif. Donc il y a d'autres choses qui se mettent en place. L'aménagement qu'on va réaliser dans les zones d'activité, que ce soit Pierre Sud Développement, que ce soit à Athis, il y a aussi une zone d'activité qui est disponible. Il y a le Bergemande qui va se mettre en place. Ce sont des zones où on pourra investir, créer des emplois, créer des entreprises différentes. Donc on investit pour donner les conditions de création d'emplois. Donc ça existe. Et si on a un taux de chômage qui est de 4,5 ou 6% sur notre bassin d'emploi, c'est évidemment que c'est intéressant à regarder de près. Je pense que beaucoup encore de territoires
seraient ravis d'avoir ce taux de chômage sur notre territoire. Même si, évidemment, à Épernay, ça concentre le chômage, parce que les logements sociaux sont concentrés à Épernay, donc c'est logique que dans toutes les villes où sont concentrés les logements sociaux, on accueille des publics qui en ont besoin. Donc évidemment, il y a plus de chômage à Épernay que dans un petit village. C'est la logique même, et c'est pareil dans toutes les villes de France qui sont dans cette situation et qui sont dans cette situation d'accueil des populations qui ont besoin de logements sociaux. L'autre point qui est important pour accueillir de la population, c'est l'emploi, 1, et 2, c'est aussi d'avoir un cadre de vie agréable. Si on prend, et là c'est pas du tourisme, si on prend le quartier Rosemont, qui est juste à la sortie du quartier, c'est un quartier plutôt d'habitat social qui a été totalement recréé et qui offre des conditions de logement exemplaires, parce que les charges sont très minimes, puisque les logements sont très isolés, ils respectent le RT 2012, et les gens qui sont là-dedans m'ont déjà dit, mais on paye quasiment rien en électricité, parce que notre logement, c'est un T3, on paye 25 € par mois maximum, tout compris. Électricité, chauffage et consommation électrique. Donc ça veut dire que le bâtiment est bien isolé. Donc c'est un confort et c'est un gain de pouvoir d'achat pour les habitants. Et évidemment tout le quartier qui est agréable avec des plantations. On vient d'investir des centaines de milliers d'euros pour planter, pour faire des cheminements et des zones de fraîcheur pour ses habitants. Donc c'est aussi d'avoir des conditions d'habitat qui soient agréables pour les habitants. C'est ça qui créera de l'envie de venir habiter sur notre territoire. Alors après, on perd des habitants, mais c'est pas que nous, c'est pas dû à notre politique particulièrement, c'est aussi dû à la région Champagne-Ardenne, puisque toute la région perd des habitants. On n'est pas attractif, mais il faut qu'on le fasse savoir, et c'est aussi pour ça qu'une stratégie touristique permet de faire connaître aussi son territoire et de donner envie de venir. C'est-à-dire que nous, en tant qu'habitants, il faut qu'on soit un peu ambassadeur de notre territoire pour venir en tourisme et pour venir y habiter et y vivre, parce qu'il y a des conditions formidable dans notre territoire. Je pense que quand on y habite, on y est content, et il faut continuer à le soutenir. Mais au-delà de ce que tu viens de dire, Jonathan, si tu veux, la spécificité de notre territoire, c'est qu'on est un territoire vieillissant, si tu veux. Et bien sûr, quand tu as un solde qui est négatif entre les décès et les naissances, ce que j'évoquais par ailleurs, c'est une réalité à laquelle on est confronté, et il n'y a pas de volonté politique, sauf à soigner un petit peu mieux les vieux et empêcher qu'ils meurent trop vite. Voilà, c'est ça. Quant au tourisme, chère Hélène, il y a une chose, si vous voulez, on est quand même dans une région viticole, j'ai tendance à dire, hormis la vigne, point de salut. In fine, c'est quand même un peu vrai, si vous voulez. Hein, sur le tourisme, on vit de la vigne et du vin. Et je remercie, donc, voilà. C'est dommage de ne pas se diversifier. Par contre, se diversifier, je reprends un dada qu'avait votre collègue Jean-Paul Anger, à propos, vous l'avez repris aussi, à propos du bois. La politique, quand même, qui est menée au niveau du territoire, au niveau de l'agglomération, c'est la reforestation, si vous voulez. Donc, il y a une volonté affichée du président effectivement de s'engager dans cette voie et de redévelopper, peut-être à terme, on va y venir forcément, dans le cadre des économies d'énergie, à cultiver ces pratiques. Monsieur Mathieu. Merci. Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur le bilan, parce que au-delà des autocongratulations et des fantaisies sur la contraception, c'est pas une fantaisie, monsieur Mathieu. Bon, c'est un vœu pieux et très personnel. Ça reste personnel et ça n'a rien à faire là. Je peux finir mon propos, c'est gentil. Merci. Je voudrais juste voir par rapport au bilan, on n'a pas dans celui-ci la quote-part. Alors, Hélène l'a dit tout à l'heure sur les logements adaptés en PMR, parce que vous dites bon, effectivement, ils se mettent aux normes et c'est évident, ils n'ont pas le choix, mais il y a pas, c'est pas obligatoire, si vous voulez, d'avoir dans un immeuble, par exemple, deux appartements adaptés au PMR avec les portes à 90, les sonnettes qui font du bruit, enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu plus de détails à la fois sur le type de logement, parce qu'on a en gros à peu près la quote-part de logement social et de logement qui ne l'est pas, mais on n'a pas la quote-part de, voilà, est-ce que c'est du T3, est-ce que c'est du T5, est-ce que il y a des extérieurs, parce que c'est vrai qu'avec faut penser à ça aussi si on veut faire venir du monde. Il y a depuis le confinement, en tout cas, de plus en plus de monde qui souhaite en avoir, et la quote-part de logements adaptés, ainsi que les territoires sur lesquels ils sont installés. Est-ce qu'il y en a une proportion assez importante, j'ai envie de dire, du côté de Blanc-Coteau, par exemple, et consorts. Voilà. Monsieur Mathieu, il y a des obligations que les organismes logeurs respectent. Sur les logements neufs, l'adaptation de ces logements au handicap est obligatoire. Donc,
tous les logements neufs qui sortent bénéficient de cette adaptation. Et par ailleurs, les organismes logeurs ont engagé des plans de transformation de leur patrimoine pour intégrer cette obligation. Alors, c'est vrai que sur les immeubles les plus anciens, cette adaptation n'existe pas nécessairement. En tout cas, elle n'est pas faite à ce jour. Mais aujourd'hui, sur bon nombre de projets que nous soutenons par nos garanties d'emprunt, il y a les mises aux normes pour les personnes handicapées. Donc, là aussi, les organismes logeurs, de toute façon, s'ils ne le faisaient pas, n'auraient pas leur permis de construire et n'auraient pas la possibilité de bénéficier des financements publics sur le sujet. Donc, j'entends bien. Excusez-moi, Monsieur le Président. Vous savez que dans la loi, effectivement, on a le minimum syndical. Et dans la pratique, pour les PSH ou les PMR, comme on veut, enfin, il y a ça va pas assez loin. C'est pour ça que je sais, et pour l'avoir déjà vu, justement, des constructeurs, des bailleurs qui poussent un petit peu, justement, et qui essayent de veiller. Alors, c'est pas toujours parfait, mais au moins, ils essayent de pousser un petit peu pour que des logements soient spécifiquement attribués à ces personnes-là. C'était un petit peu la question, en tout cas pour cette partie. Je vous donne simplement un chiffre. Il y a eu en 2021 33 logements adaptés, donc et 84 en quelle année? Et l'année prochaine, il est prévu 84 logements en 2023. Donc, vous voyez que l'organisme logeur, de toute façon, ils ont pas le choix parce que de toute façon, ils sont suivis de près par les services de l'État, et c'est parfaitement normal, sont en phase d'adaptation de leur logement au problème du handicap, qui est souvent lié aussi, mais pas seulement, au vieillissement du public. Et très souvent, on a des contacts, Catherine pourrait en parler mieux que moi, de personnes âgées qui longtemps ont vécu dans un logement avec baignoire, par exemple, et qui demandent l'adaptation au vieillissement en demandant la transformation de la baignoire en douche, par exemple. Voilà, c'est des travaux qui sont régulièrement faits. Donc 33 l'année dernière, 84 prévus cette année. Je n'ai pas les chiffres de 2024, mais on pourra constater que tout le patrimoine est en train d'évoluer sous l'effet des normes qui existent en la matière et qui sont prises en considération. Madame Perrin? Moi, ce que je reproche un peu au travail qui nous est présenté, c'est que le qualitatif, en fait, c'est encore du quantitatif. Mais on se pose pas la question de savoir quel type de logement a été construit pour accueillir quel type de typologie d'habitants. Est-ce que ça correspond à la demande? Est-ce que ça correspond à une demande qui n'est pas satisfaite ailleurs de manière à pouvoir faire revenir de la population? Et effectivement, on est dans une région viticole qui est porteuse et qui permet de travailler sur le tourisme. Mais je pense qu'il faut pas s'enfermer uniquement dans cette voie-là, parce que le jour, quand il y a eu la pandémie, etc., on a vu ce que ça pouvait donner, quoi. Donc, faut aussi diversifier notre activité. Je rejoins le propos de Jonathan à l'instant. Où est-ce que vous avez été pêché qu'on s'enfermait dans le tourisme? On bénéficie d'un développement touristique qui est lié aux investissements publics et privés qui ont été réalisés, et les financements publics sont très importants, privés sont très importants. Les hôtels qui se sont développés, c'est des fonds privés. Un certain nombre d'équipements qui viennent enrichir l'offre touristique, c'est des équipements sur financement privé. Il y a aussi les financements publics, mais il y a aujourd'hui une dynamique qu'on n'a jamais connue sur le tourisme et qui produit de l'emploi sur notre territoire, parce que il va de soi que quand les touristes sont importants, c'est toute une série de corps de métier qui travaillent davantage. Interrogez les boulangers et voyez la part de leur clientèle qui est constituée par les touristes aujourd'hui, y compris dans des quartiers qui jusqu'ici n'avaient pas de tourisme, parce que le phénomène de type Booking ou Airbnb diffuse finalement le tourisme dans quasiment tous les villages de l'agglo et dans tous les quartiers de la ville d'Épernay. Et bon nombre de métiers, d'artisans aujourd'hui travaillent et ont une part importante de leur activité liée au tourisme. Donc, les retombées touristiques sont là. Par ailleurs, Jonathan a eu raison de dire, on soutient la filière vitivinicole, non pas sous l'angle touristique, on la soutient à travers les salons qu'on organise, à travers les prix d'innovation qu'on finance, à travers le financement qu'on vient de consentir pour un projet comme Canopée, qui est lui aussi porteur de développement. Et quand on équipe nos zones pour accueillir des entreprises, on fait aussi du développement économique qui se situe hors tourisme. Donc, il est faux de dire que notre seule stratégie, elle est touristique. La stratégie touristique, c'est sûrement l'une des plus visibles, parce que quand vous traversez la ville ou certains de nos villages et que vous entendez parler à peu près toutes les langues du monde, l'effet touristique, il est visible.
Mais je peux vous garantir que dans d'autres domaines, et les statistiques du chômage le démontrent, quand on arrive à 4,6% de chômage, c'est bien parce que le secteur économique est dynamique, sans nous ou grâce à nous, mais en tout état de cause, on est plutôt envié en la matière que... et je pense qu'on peut tous se satisfaire de cette situation. Et l'une des difficultés d'ailleurs aujourd'hui, la principale difficulté qu'on rencontre quand on visite des entreprises comme je le fais régulièrement, comme Pascal le fait ou quand Luc le fait, c'est souvent aidez-nous à trouver du personnel parce que malheureusement on ne trouve pas de personnel. Donc c'est quand même la réalité de la situation du moment. Je vous propose, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet. Je vais répondre à Monsieur Mathieu, effectivement. Donc, au niveau de l'accessibilité, donc dans le parc social, puisque c'est fait l'objet de la commission du 31 janvier. Donc, sur les abords du logement accessibilité et logement adapté aux fauteuils roulants, donc le nombre de logements, donc 50, ce qui correspond à 1% du parc. À bord du logement accessibilité, mais logement non adapté aux fauteuils roulants, il y en a bien sûr. Donc il y en a, on les a décomptés, 941, soit 21% donc du parc, 941 logements, pardon. Au niveau des abords du logement accessibilité et logement adaptable aux fauteuils roulants, donc il n'y en a pas. Abord du logement accessible aux fauteuils roulants et donné au niveau du logement non disponible, il n'y en a pas non plus. Pour ce qui est donc des logements donc non accessibles et non adaptés aux fauteuils roulants, c'est le chiffre qui va vous intéresser. Donc il y a un gros effort qui est fait parce qu'il y a 4482 logements sur le territoire, logements sociaux sur le territoire. Et donc, ceux qui sont non accessibles, il y en a 71%. Voilà. 3198. Mais voilà, c'est 71%. Et ce sont les chiffres factuels, mais les choses progressent à l'occasion des échanges qu'on peut avoir et de la prise de conscience sur cette problématique. Voilà. Alors, je vous propose de passer au vote de ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Oui, je crois que vous avez le pouvoir de Monsieur Imbert. 3 abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.1. Pierre Marandon. Merci, Président. Moi, ma pilule sera sans doute plus facile à avaler. Donc, cher Gilles et mes chers collègues, à l'occasion de l'édition 2022 du Téléthon, l'équipe de la piscine Neptune, le club local NAC et les hommes grenouilles d'Épernay ont organisé les 3 et 4 décembre dernier un challenge sportif sous la forme d'un relais du cœur ayant généré quelques droits d'entrée acquittés par les participants. La collectivité solidaire de cette démarche nationale vous propose de verser un don de 500 € à l'AFM Téléthon, comme elle a pu le faire lors des précédentes manifestations. Pour votre information, je précise qu'il y a eu 16 baptêmes de plongée et qu'il y a eu 61 nageurs qui ont parcouru en tout 62 km. Je ne sais pas qui a fait 2 km. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous invite à adopter la délibération telle qu'elle vous a été adressée. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 6.1. Jonathan Rodriguez. Merci, Président. Chers collègues, alors c'est un rapport qu'on n'aura pas voté, mais qui fait le point sur la situation en matière de développement durable de notre collectivité. Donc c'est toute l'année 2022 qui est, non pas détaillée, mais en tout cas qui est présentée, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous lire tout le rapport, évidemment, mais je peux faire le point sur 2-3 actions qui sont soit emblématiques, soit en tout cas exemplaires dans ce qui a pu être fait par les agents de la collectivité. Alors on a déjà un forum climat qui maintenant réunit chaque année près de 2000 personnes pour expliquer les enjeux du changement climatique, pour expliquer comment fonctionnent les gaz à effet de serre, etc. et qui permet de notamment avoir plein de collégiens de notre agglomération, parfois des agglomérations voisines, et aussi pour les écoles et le public, évidemment. On a évidemment la politique Cap Zéro Déchet. On vient de changer de méthode de tri. Ça a été préparé toute l'année 2022. Et puis, il y a eu des travaux sur le schéma de réemploi qui devrait connaître une nouveauté d'ici quelques mois, parce qu'on a travaillé là-dessus, et sur le réemploi, réutilisation, recyclerie, etc. Il y a sûrement des choses à imaginer. Énergie solaire, on a mis le paquet l'année dernière, puisque on a pu valoriser le patrimoine de notre collectivité pour implanter des panneaux solaires, que ce soit sur l'hôtel de communauté, l'école Blanche de Navarre, l'hôtel de la station d'eau potable. Les permis de construire ont été déposés au mois de décembre. Ils sont en instruction. Donc, on devrait avoir, dès cette année, des premières installations qui seront mises sur nos équipements. Il y a aussi le succès du cadastre solaire, où chaque habitant peut voir la performance de son
habitation, de son entreprise, et si sa toiture est éligible, ou en tout cas est propice à installer des panneaux solaires. Donc ça, cet outil qui fonctionne très bien, qui est vraiment très simple d'utilisation et qui donne les bons renseignements, a vu le jour au mois de mai, je crois, 2022. On vient de présenter la politique de l'habitat, donc évidemment, ça fait partie du développement durable. On a travaillé également avec les espaces aquatiques, par exemple. Pierre Marandon, Anthony Coltel, on s'est quelques heures pour voir à quel point on pouvait aller à la finesse pour chercher les économies d'énergie. Et il y a des solutions qui ont pu être trouvées pour gagner quelques énergies ici et là. Et puis enfin, je pourrais parler de la politique de protection de la ressource en eau, où il y a un grand travail qui a été fait pour protéger nos aires d'alimentation en eau potable, de captage d'eau potable, pour qu'on trouve des pratiques agricoles durables, pour qu'on puisse protéger toute cette ressource en eau qui est évidemment primordiale pour notre qualité de vie et pour notre bien-être. Donc voilà ce qu'on peut retrouver dans ce rapport de développement durable. Je ne vais pas le détailler, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et cette année est particulière puisqu'on est en 2023, on est à la moitié de notre plan climat. Et cette année, ou en tout cas début d'année prochaine, entre ces eaux-là, on devra se réunir et faire le point sur notre avancée en matière de plan climat, si on maintient nos objectifs, si on les dépasse, ou alors sur quel endroit il faut mettre un coup de pied à l'accélérateur. Oui, alors, lutter contre le changement climatique et protéger l'atmosphère. Cela fait depuis 2017 que vous êtes engagé dans ce label. Or, il nous a fallu attendre 2022 et la crise du coût de l'énergie pour entendre parler d'éteindre les lumières des candélabres et les enseignes des magasins la nuit, pour changer des ampoules pour des basses consommations, etc. Il y a le projet Berge de Marne qui est sur l'ancienne friche SNCF à côté de la Marne, qui pourrait à un moment donné faire réfléchir sur comment éviter aux camions de traverser Épernay et comment on pourrait faire en partant de là des transports beaucoup moins polluants, mais on réfléchit pas dans ce sens-là. Préserver la biodiversité, il y a le projet du Golfe qui va détruire de la faune et de la flore. La cohésion sociale, quand on voit la politique de l'eau en termes de facturation, ça va creuser les inégalités, permettre l'épanouissement de tous les êtres. Faudrait peut-être aussi penser aux jeunes, parce que quand on avait fait les 2 jours de travail sur ce qu'on allait développer en termes de projets européens, on avait parlé des jeunes, on avait parlé de développer des filières d'enseignement, et là on l'a vu, on voit ça disparaître. Mettre en place des loisirs aussi, permettant aux jeunes de trouver autre chose qu'une ville où il n'y a plus rien qui se passe après 10 heures du soir le week-end. Voilà, tout ça, c'est aussi dans le développement durable, penser aussi le tourisme de manière durable, avec parce que voilà, les touristes ils viennent avec aussi des véhicules, ils polluent. Donc c'est comment penser tout ça. Quand on veut avoir une vision négative du territoire, on peut trouver 50 exemples. Moi, je suis frappé de constater que vous ne voyez que ce qui fonctionne pas. On n'a jamais le droit, alors je n'attends pas des compliments de votre part, mais l'objectivité nous oblige tous, semble-t-il, à reconnaître qu'il y a un certain nombre d'avancées sur le territoire. Il y a aussi des choses qui restent, j'allais dire, préoccupantes. Effectivement, la vie nocturne à Épernay, elle est pas celle de Reims. D'abord, on est beaucoup plus petit. Deuxièmement, la crise du Covid a achevé un certain nombre de secteurs. Je pense au secteur de la nuit, qui a terriblement souffert, pas seulement à Épernay, partout. Entre les boîtes de nuit qui existaient il y a 5 ou 10 ans et aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui ont disparu. Les nôtres ont fermé pour des raisons diverses. Ça attriste un certain nombre de jeunes et je les comprends, mais on peut pas non plus ramener tout le bilan de l'action que nous menons depuis des années à cela. Quand vous dites qu'on découvre l'environnement aujourd'hui, je rappelle quand même qu'on est en Agenda 21 depuis 2008, qu'on était la première ville de Champagne-Ardenne à obtenir ce label qui était le plus exigeant du ministère de l'Environnement à l'époque, qu'on a plutôt réussi à travers les différents appels à projets qui ont pu être lancés à obtenir au niveau de l'agglo, au niveau de la ville, un certain nombre d'avancées importantes, et le démontrent les taux de subventionnement qu'on a qui sont relativement élevés.
Voilà. Maintenant, si vous voulez voir que le négatif, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'estime que beaucoup de progrès ont été faits depuis ces dernières années, notamment dans le domaine de l'environnement. Voilà, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais le réquisitoire que vous faites, il est extrêmement subjectif et il est pour le moins orienté, c'est le moins qu'on puisse dire. Mathieu. Et puis sur l'éternel sujet de la vie nocturne qui n'avance pas, c'est moins vrai qu'avant, parce qu'on peut quand même signaler qu'il y a par exemple le week-end, Shop ta bière, près de chez Mercedes, et puis la brasserie de la Tête de Chou avenue Foch, qui accueille vraiment des gens le soir. Vendredi soir, c'était vraiment plein, et vous pourrez même aller les goûter, vous pourrez même avoir une bière rouge. mais pour de vrai, il se passe des choses un peu plus. Non, c'est vrai que la Tête de Chou a ouvert un bar qui a d'ailleurs du monde, et pour le coup, on voit énormément de jeunes dans ce bar qui est situé avenue Foch. Des initiatives, des lieux de nuit ont rouvert. Hein. Le Cœur Christ a réouvert après quasiment 1 an et demi de fermeture pour les raisons qu'on sait tous, raisons Covid. Certaines boîtes ont disparu. Voilà, mais on peut pas constamment dresser un réquisitoire de ce qu'il n'y a pas ou de ce qui marche pas, quand il y a aussi énormément de choses qui fonctionnent. Et le loisir des jeunes, c'est pas que le bistrot. Non, voilà, mais je suis d'accord. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand il y avait la Cigale Muesli qui existait, c'était une association qui était gérée avec une moyenne d'âge de 25 ans. On y faisait des répétitions de musique, on y faisait des répétitions de spectacles, il y avait des concerts, il y avait des parties de jeux de jaquet, il y avait il y avait des animations et qui répondaient aux besoins des jeunes de se retrouver. C'était quand même voilà, il n'y a pas que les bistrots et la bière pour occuper la jeunesse. Mais ça, Madame Perrin, c'est la nostalgie qui vous envahit. Moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est au niveau de la restauration. Mais ça, le problème est vaste, si vous voulez. Trouver un resto le soir, après 22 heures, c'est compliqué. Voilà. Après, les jeunes, ils prennent la voiture, ils vont faire un tour où ils veulent. Il y a un, comment dirais-je, je vais l'appeler Max, tiens, qui conduira et il n'hésite pas à faire des kilomètres, hein, vous savez. Enfin, moi, je pointerais plus le problème de la restauration, mais c'est pas une compétence de l'agglo, la restauration. La compétence de l'agglo n'est pas non plus pour les fêtes nocturnes, si vous voulez, tous ces trucs-là. Mais si le président veut créer une commission, pourquoi pas, il y a peut-être du monde qui voudrait l'intégrer. Voilà, c'est un petit peu ça, mais les choses évoluent socialement, tu dis. Gérard Butin a demandé la parole. Attends, le micro, il est là. Simplement pour parler de la restauration, si les restaurants ne fonctionnent pas trop le soir, c'est qu'il y a, moi je connais bien le problème, c'est qu'il y a un gros problème de personnel. Ils ne trouvent plus de personnel. J'en prends, je ne citerai pas de nom, mais j'en connais pas mal, qui ne trouvent plus de cuisiniers, de serveurs et tout ça. Et c'est ce gros problème-là. Merci pour cette précision. Je vous propose de voter le rapport. Ah non, il faut prendre acte du rapport. Le rapport 6.1. Nous passons au rapport 7.1, Pascal Perrault. Merci, Président. Donc là, c'est un purement administratif. Hein. Il s'agit de fusionner les écoles maternelles et élémentaires de Bergère-les-Vertus en une seule école, l'école primaire, au regard donc des discussions qu'on peut avoir avec l'éducation nationale. Donc cette école, aujourd'hui, en partie maternelle, nous avons les 3 niveaux pour 19 élèves et en élémentaire, nous avons 2 classes pour 29 élèves. Donc dans toutes les discussions qu'on a eues avec l'éducation nationale par rapport aux différentes activités que l'on fait et donc principalement la dernière en date qui est l'orchestre à l'école, donc on est quand même conscient qu'il y a une certaine baisse des effectifs, donc on a demandé à l'inspecteur comment on pouvait faire pour essayer de maintenir notre école de façon qu'on n'ait pas à subir une fermeture de classe qui viendrait nous handicaper et complètement détruire quelque part tout ce que nous avons fait depuis un certain nombre d'années. Donc là, il ne s'agit pas de dire que grâce à ça, on n'aura pas de fermeture, parce que malheureusement, nous aussi, nous subissons une énorme perte démographique au niveau de nos enfants dans nos écoles. Et sur le périmètre sud, mais je pense que toi, Épernay, vous avez sensiblement la même chose. Sur le périmètre sud, aujourd'hui, on estime qu'on entra entre 2 et 4 fermetures de classes qui risquent d'être actées dans un mois, puisque la CDEN se réunit le 23 mars. Donc là, dans les discussions qu'on a pu avoir, on nous a rassurés. Maintenant, ça ne veut pas dire que la CDEN n'aura pas une autre position, mais on
On nous a rassurés en nous disant que effectivement la primarisation que l'on pouvait faire, c'était un des éléments qui permettrait de maintenir notre école en bonne dans ses effectifs actuels au niveau des enseignants. Donc le but de la délibération de ce soir, c'est de vous proposer cette primarisation, donc de fusionner l'école élémentaire et l'école maternelle, pour en faire une école primaire qui garderait le nom de école Yves Dutheil, telle qu'elle est aujourd'hui dénommée au niveau de l'élémentaire. Et donc je vous invite à voter la délibération. Merci. Oui, la maternelle va fusionner. La maternelle va rentrer dans les locaux de l'école élémentaire. Pour l'instant, c'est la fusion administrative. Après, il y aura d'autres travaux, bien évidemment, pour pouvoir le faire. Mais c'est la fusion administrative pour faire une école primaire. Une école. Des questions? Oui. Pardon? On n'est pas encore au vote. On arrive. Ouais. Des questions? Il y avait une question, Gilles? Oui, j'avais une question. Autant je peux comprendre effectivement donc la nécessité à terme de, comment dirais-je, primariser donc les deux écoles, autant la question que je me pose, c'est de savoir si effectivement cette fusion n'intervient peut-être un peu trop tôt. Pascal. Attends, je poursuis si tu veux. Et effectivement, donc les assurances qu'a pu donner le DAZEN, si tu veux, ce sont des promesses. Je l'ai connu quand on m'a fermé une classe, puisqu'on m'a dit, monsieur le maire, je ne ferme pas une classe, je supprime un poste. J'ai dit à l'inspectrice, effectivement, donc vous me prenez pour une bille, pas possible d'ailleurs. Et sur cette affaire, je pense qu'effectivement, donc sans entrer dans les détails ni dans une analyse beaucoup plus, comment dirais-je, plus pointue, je pense qu'elle survient trop tôt. Il faut peut-être prendre ça en cause, réfléchir comme tu l'as souligné. Et au final, je ne pense pas que les promesses du DAZEN, tant qu'il n'a pas signé, ça ne vaut pas. Donc, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà. C'est la raison pour laquelle je voterai contre, et raison également pour laquelle Philippe Clodotte, dont j'ai le pouvoir, votera contre. Merci. Alors, qui vote contre? Donc, alors attendez, on a donc 2 là, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mieux. Alors, relevez les mains pour qu'on prenne le 3 et 3, 6 et 2, 8. Qui s'abstient? 4 abstentions, 5 abstentions. Le rapport est donc adopté. Nous poursuivons avec le rapport 8.1 de Max Denis. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, c'est un rapport qui est très, très simple. C'est la dissolution du syndicat mixte intercommunal de la production d'eau de Brugny à Blois. Donc, on vous a présenté tout le travail au mois de décembre, je crois, sur cette dissolution voulue. Et c'est le résultat d'une ambition commune entre la communauté de communes de Dormance et Pays de Champagne, je crois. Paysage de Champagne et l'agglomération. Donc, c'est simplement un acte administratif pour continuer nos travaux de dissolution. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit avec le rapport 8.2. Laurent Madeline. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc nous avons l'opportunité d'acquérir une parcelle de 700 mètres carrés sur le territoire de Molin pour sécuriser 2 sources d'eau potable. Donc il s'agit d'une parcelle B23 pour une surface de 700 mètres carrés et les propriétaires ont accepté l'estimation des domaines qui est de 500 €. Donc je vous propose de faire l'acquisition de cette parcelle. Voilà. Merci. Je pense avoir été assez bref. Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons sur les rapports 9.1 et 9.2. Christine Mazy. Oui, merci Monsieur le Président. Donc concernant le rapport 9.1, l'Agence de l'eau Seine-Normandie apporte un soutien au financement d'un poste d'animateur en charge de la protection des milieux récepteurs sous la forme du DAID sur 3 ans à hauteur de 50% du salaire de l'agent recruté et d'une prise en charge de 50% d'un forfait de fonctionnement annuel de 8 000 € maximum.
Épernay Aglo-Champagne entend profiter de cette opportunité afin de mettre en œuvre les actions qui lui permettront d'atteindre les objectifs prévus dans ses engagements réglementaires. Je vous propose donc de recruter un animateur en charge de la protection des milieux récepteurs. Nous avions, je pense, lors d'un précédent conseil, présenté une délibération dans ce sens dans le cadre de la politique de l'eau. Merci. Des questions, Madame Perrin? Alors, moi, ce recrutement, enfin, je trouve que c'est bien, hein. Après, que ce soit un contrat de projet sur 3 ans, ça me plaît déjà beaucoup moins. Pourquoi? Parce que déjà, ça pérennise pas l'emploi. Or, je pense que même en dehors du fait que l'agence de l'eau va financer le poste pendant 3 ans à hauteur de 50%, il y aura besoin de pérenniser ce poste à l'issue des 3 ans. Et le contrat de projet n'engage pas une pérennisation du poste. Par contre, derrière un CDD de 3 ans, oui, on peut aller beaucoup plus loin. En plus, le contrat de projet a quand même des effets pervers par rapport à la personne qui le signe. C'est pas compatible pour permettre de bénéficier d'un CDI. L'agent ne pourra percevoir une indemnité de fin de contrat. L'agent n'acquiert ainsi aucune ancienneté dans la fonction publique. Et le recours, c'est un contrat qui n'engage pas une vision à long terme. Voilà. Donc c'est pour répondre. Alors Max pourrait aussi intervenir parce que c'est dans le cadre de la politique de l'eau que cet agent est recruté. Donc c'est bien pour répondre à un certain nombre d'objectifs, mais à l'issue de ce contrat, il y a bien sûr un bilan qui est fait et éventuellement ce contrat peut être conduit en fonction des objectifs peut-être nouveaux à. Pas plus de 3 ans. La politique de. C'est 6 ans maximum un contrat de projet. Et c'est quelque chose qui est précaire et qui ne permet pas à la personne qui a ce contrat-là de prétendre à un CDI ou à une continuité. Pas nécessairement. L'agence de l'eau a pour objectif, propose toujours d'initier des démarches de ce type et cofinance pendant 3 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, on se sépare de l'agent. On a l'exemple de Célia Maudio qui est arrivé chez nous par un contrat de ce type, c'est-à-dire un contrat de 3 ans soutenu à l'époque par l'ADEME. Et au bout des 3 ans, on a décidé de l'intégrer dans nos effectifs. Elle a passé le concours, elle est devenue ingénieure, elle a donc été intégrée. Donc c'est aussi une manière de mettre un premier pas dans la collectivité. Simplement, que vous tourniez vers l'ADEME, vers l'agence de l'eau ou vers d'autres organismes de ce type-là, ils conditionnent leur soutien, qui est quand même pas neutre, au fait que ce soit un contrat sur 3 ans, libre ensuite à la collectivité de stopper la mission si on estime que la mission n'a pas lieu d'être prorogée, et parfois, effectivement, une mission de 3 ans suffit. Et quand on estime que la mission mérite d'être prolongée, à ce moment-là, on sait qu'on n'a plus de soutien extérieur, ce qui ne nous empêche pas de financer le poste. Donc, on ne peut pas généraliser. Il y a des fois, effectivement, c'est 3 ans qui s'arrêtent au bout de 3 ans, mais il y a des fois, et on a quelques exemples dans nos effectifs, où les agents ont commencé par un agent de 3 ans cofinancé, et finalement, ils sont toujours aujourd'hui dans nos effectifs titularisés. Donc, on ne peut pas faire une généralité. Et pourquoi un contrat de projet? Pourquoi pas un CDD? Parce que tu me permets, Franck? Oui. Madame Perrin, c'est simplement de la gestion de bons pères de famille. On a aujourd'hui notre réflexion est à très long terme dans l'eau. Hein. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'un financement d'à hauteur de 50% pour un collaborateur, pour un travail qu'on sait qui existe. C'est simplement de la gestion de bons pères de famille. Je pense pas que... Non, on profite pas de quelqu'un, on profite de la gestion, de la proposition de l'agence de l'eau. C'est différent. L'agence de l'eau, elle financera pareil un CDD de 3 ans. Non, c'est elle qui fixe les conditions. Non. C'est pour ça que on embauche sur ce genre de poste. On pourrait se dire, on va prendre un CDI parce qu'on sait que la mission va durer. Sauf que si on prend un CDI, on perd le financement. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on prend un contrat de 3 ans qui parfois se renouvelle 3 ans, ou parfois est transformé en CDI et repris et intègre des effectifs en moyennant le passage d'un concours, parce qu'on estime que le boulot que fait cette personne est absolument nécessaire et pérenne,
tout en sachant qu'au bout de 3 ans, de toute façon, on ne peut plus tabler sur le financement extérieur. Mais là, étant donné qu'on nous propose 50% du poste plus un forfait de fonctionnement qui n'est pas neutre, on va créer le poste de cette manière-là. Et encore une fois, au terme des 3 ans, nos services nous diront si effectivement le poste doit absolument être prorogé, auquel cas on sait qu'on perdra les financements extérieurs. À ce moment-là, on pourra basculer sur un autre type d'emploi et pourquoi pas sur une intégration dans nos effectifs de l'agent en question si dans l'intervalle il a passé le concours. Sur l'autre, alors si on va voter ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. On vote le rapport. Donc maintenant le rapport 9.2. 9.2. Donc il s'agit d'adapter le tableau des effectifs aux besoins de la collectivité. Et donc je vous propose de recruter un chargé d'opération pour le pôle études et travaux de la direction eau et assainissement, un responsable des affaires périscolaires et un photographe vidéaste. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est donc adopté. Nous avons terminé l'ordre du jour du Conseil. Je vous précise qu'on aura 2 conseils prévus au cours du mois de mars. Le 2 mars, on aura notre débat d'orientation budgétaire. A priori, ce sera le seul rapport de la séance. Donc, on vous proposera de tenir ce conseil en visioconférence pour éviter que nos collègues qui viennent de loin se déplacent pour un seul débat. En revanche, évidemment, le 30 mars, le budget fera l'objet d'un conseil classique avec très certainement, en plus de l'examen du budget prévitif, un certain nombre de rapports, donc qui se tiendra dans les conditions habituelles. Merci de votre participation à tous. Oui ? Non, on les a fait au début. Ouais. On l'a passé au début. Voilà. Il y en a qui ne suivent pas, visiblement. Ouais, Didier, il y a une question derrière. Ah. On le fera dans la séance qui suit, c'est-à-dire autour d'un verre. Hein ? Pas de problème. Merci. Donc, je vous invite à passer dans la salle derrière.